Cette semaine à RPM, 2 voitures abordables, la Kia K4 et la Toyota Corolla. Et ça m'amène à parler du prix des 2 véhicules qu'on présente aujourd'hui. Vas-y donc avec la Corolla. On est à 26 800 $ pour le modèle d'entrée de gamme, la Corolla L. Quand même intéressant, là. Bien, 26 800 pour aujourd'hui, c'est intéressant. Ouais. Et on peut se rendre jusqu'à 39 100 $. La variante L qu'on essaie justement est à 26 800 $. Ouais, prix d'entrée de gamme, évidemment. Du côté de la Kia K4, on a peut-être un peu moins de choix. On n'a pas encore de version à ben, enfin, ça vient tout juste d'arriver sur le marché, mais on n'a pas de variante hybride ni 4 roues motrices. La gamme est donc un peu plus réduite. Ça commence à 26 800 $ et ça monte jusqu'à 37 600 $. Et le prix de notre variante qu'on met à l'essai aujourd'hui, une version LX noire, qui est une couleur sans frais, bien, on est à 26 800 $. Donc, vraiment nez à nez avec la Toyota Corolla. T'es prêt? Je suis prêt. On s'en va présenter les 2 modèles. Pour leur prix pratiquement identique, les 2 voitures obtiennent 4 sur 5. Clairement, la Toyota Corolla a un style plus anonyme que la Kia K4. Oui, puis pas besoin de regarder la Kia K4 longtemps pour se rendre compte que le constructeur a mis beaucoup d'efforts dans le design. Je regarde simplement l'avant du véhicule. Là. Regarde la grille de calandre qui nous rappelle quand même, il faut être honnête, là, le style qu'on a chez Kia depuis quelques années, le Tiger Nose qu'on a comme à l'avant ici. Bon, on a repris cet élément-là, mais regarde les phares. Ils sont faits en forme de T, là, quasiment, là, qui se prolonge dans l'aile. On dirait une flèche dans l'angle que je les regarde actuellement. Oui. C'est vraiment quelque chose. Ça descend dans le pare-choc. Bon, on recule un peu vers le côté. On se rend compte qu'on a des arches de roues de couleur contrastante. Et non, ce n'est pas un VUS, mesdames, messieurs. Couleur ici noire qui fait qu'on perd un peu cette distinction-là. Mais je vous garantis que si vous avez une Kia K4 blanche, vous allez voir très, très bien la différence entre les deux. Le capot est gros, hein? Bien, c'est ça aussi. Quand je compare avec la Corolla, qui a une devanture très courte, assez ramassée. Oui. Ici, c'est très long, très large aussi, comme si le constructeur avait voulu donner des très grandes proportions à la K4. Et rapidement, je m'en vais vers l'arrière. Regarde ce qu'on a ici avec la vitre de côté. Ça coupe vraiment de façon très franche. Jonction très bizarre avec la lunette La aussi. poignée qui est intégrée à la vitre aussi. Oui, puis même les feux à l'arrière qui descendent de part et d'autre. Vraiment, c'est très, très lourd, très chargé comme design. Plus recherché, c'est vrai, mais c'est assez difficile à regarder au premier regard. Et du côté de la Corolla, bien, c'est tout l'inverse. Absolument, Un véhicule très léger en termes de style. Oui. Une génération aussi qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années. Oui, ça c'est s'étire arrivé en quand 2018 même, quand même, donc ça fait longtemps qu'elle est là. Pas beaucoup de changements esthétiques qui ont été faits. On a la devanture également avec le plastique noir mat là, qu'on voit beaucoup en apparence. Oui. Il n'y a pas de signature non plus décorative différente. Là. Donc, on est vraiment très limité ici en termes de personnalisation et de style. Ouais. Quand je regarde le côté aussi, bien, tu sais, c'est assez anonyme encore une fois. Hein, c'est pas que c'est pas beau. Non, Moi, non. Je trouve que les lignes sont quand même bien harmonisées, les proportions sont réussies. C'est correct, mais disons qu'il n'y a vraiment pas un effort ici de faire quoi que ce soit de très recherché ou déplaté. C'est la même chose aussi à l'arrière. On n'a pas de phare Odell à l'arrière. On n'a pas quoi que ce soit d'assez différent. Il y a d'autres variantes qui vont relever le style. Ouais, puis... On peut chercher des versions avec des roues d'ailleurs qui sont plus grosses, qui sont plus jolies. Là, on a des enjoliveurs en plastique qui sont les mêmes depuis à peu près 15 ans. Ouais. Donc vraiment, on n'a pas essayé ici de relever l'apparence. Mais tu sais, je pense que ce qu'il faut dénoter de tout ça, c'est qu'on a des versions d'entrée de gamme des deux côtés et c'est pas la mission des constructeurs de mettre beaucoup d'efforts en termes de style sur ces véhicules-là. On va se concentrer sur d'autres aspects qui vont faire une différence pour les consommateurs au quotidien. Oui. Par exemple, phare Adel, on en a des deux côtés. Absolument. Mais quand même, un certain avantage pour la K4. Oui. Par exemple, en termes de design, on a le fameux feu ambré, feu de jour, qui est commun avec les autres véhicules qu'il y a, même si on a la version d'entrée de gamme. Une signature Odell qu'on devrait avoir sur la Corolla, mais qu'on a retirée dans la variante L. Donc, tu sais, on voit ici, on a voulu tourner encore une fois les coins un petit peu plus ronds pour descendre le prix le plus possible. Même les choix de couleurs, on a 4 choix de couleurs avec la Corolla. Gris, gris foncé, blanc ou noir. Et bleu. Non, mais c'est le gris céleste. Ah, c'est gris, ça. C'est gris foncé, selon Toyota. OK. Alors que du côté de chez Kia, beaucoup de choix, même si on est dans la version d'entrée de gamme. On a un bleu, on a un rouge, on a une espèce de vert sauge, choix de gris aussi, de noir, de blanc. Donc, bref, on a plus de choix du côté de la Kia. L'assemblage, c'est assez semblable entre nos deux véhicules. Je me serais attendu un petit peu plus de la part de Kia, qui nous habituait à des qualités d'assemblage plutôt relevées. Oui, quand on touche au plastique, on dénote encore une fois le caractère d'entrée de gamme de ce véhicule-là. Même chose aussi pour la Corolla. Bon, et puis qualité de peinture, c'est quand même acceptable des deux côtés. Pour son aspect distinctif, la Kia K4 obtient 7 sur 10. Tandis que la Corolla s'en tire avec 6 sur 10.
On est de retour à RPM et c'est le moment d'aller sur la route avec nos deux voitures compactes. Ce sont d'ailleurs deux véhicules qui ont des mécaniques très semblables. Oui, 4 cylindres, 2 litres des deux côtés. Et ce sont aussi des constructeurs qui nous habituent à une certaine qualité de finition quand même. Et c'est ce qu'on va aller voir d'abord et avant tout. La Toyota Corolla n'est pas un VUS. Donc oui, c'est plus difficile de prendre place à bord. C'est un véhicule qui est plus bas. Donc il faut se pencher pour entrer dans le véhicule. Il faut savoir aussi que le seuil de porte est assez large, un petit peu plus que ce que propose Kia avec la K4. Mais au moins, les sièges sont à la bonne hauteur. Parlant de ceux-ci, des sièges en tissu de bonne qualité malgré tout. On a des réglages du côté conducteur pour monter et descendre l'assise, ce qui n'est pas disponible du côté passager, malheureusement. Mais je tiens surtout à dire que malgré qu'on soit dans une version d'entrée de gamme, je m'attendais à avoir les sièges chauffants et c'est pas le cas dans la Corolla L. Il faut aller dans l'option LE pour avoir droit à cette option-là. Et pourtant, la K4 les a, elle, pour sensiblement le même prix. La visibilité est bonne à bord de la Toyota Corolla. On a un pare-brise qui est assez généreux en termes de fenestration. Les piliers sont pas trop gros non plus. Les fenêtres de côté sont larges. Donc là-dessus, Toyota a bien fait ses devoirs. C'est plus facile de prendre place à bord de la Kia K4 qu'à bord de la Toyota Corolla parce que la porte ouvre plus grand et le seuil de la portière également est plus étroit. Donc, on monte facilement à bord du véhicule. Et en position, j'ai été surpris quand même des bons sièges, bon support latéral pour les jambes, pour le dos également. Réglage en hauteur de façon manuelle, évidemment, mais du côté conducteur comme du côté passager. Donc, tout le monde peut trouver une bonne position. Siège chauffant à l'avant aussi. Ça, c'est quand même à noter. Voilà qui a peut-être une drôle de forme, mais il se prend néanmoins bien en main. Et faut noter aussi qu'on a le démarrage à bouton poussoir, donc pas nécessaire de sortir la clé de ses poches pour la mettre dans la colonne de direction, comme ce qu'on trouve du côté de la Toyota Corolla. Donc, une astuce qui est bien pratique au quotidien ici. Visibilité vers l'avant, c'est très bon parce que le tableau de bord est bas, donc dégage une bonne vision. Du côté, c'est plus difficile parce que les vitres sont pas très hautes, mais c'est pire à l'arrière parce que le style du véhicule à l'extérieur, on le voit là, c'est assez complexe, mais c'est un impact négatif sur la taille de la lunette à l'arrière. Et quand on ajoute à ça les multiples appuis-têtes qui viennent vraiment bloquer la vision vers l'arrière, ça fait que c'est très difficile. Parlons maintenant de l'ergonomie avec la Corolla et je vous dirais que c'est impossible de se tromper en termes de commandes à bord du véhicule. Tout est simple, les commandes de climatisation sont de base. Même chose aussi pour les commandes sur le volant. Il y a peut-être un peu trop de boutons à mon goût, mais on s'y retrouve très facilement. Parlons de l'infodivertissement maintenant. Et moi, c'est un système que je n'aime pas. Système Toyota que je trouve compliqué, qui est lent à réagir. J'ai eu des bugs de connectivité également avec mon téléphone intelligent. On a Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Mais clairement, quand on regarde ce que Kia propose, Toyota est en retard avec ce système-là. Et c'est la même chose aussi pour l'instrumentation. Des cadrans analogiques bien classiques. On a un tout petit écran dans le centre de 4,2 pouces pour nous donner des informations sur les données de conduite comme la consommation, ces choses-là. Mais c'est vraiment très de base. Et je pense que là-dessus, on pourrait rehausser l'expérience numérique à bord du véhicule. Personnellement, moi, j'ai toujours le même problème avec les véhicules Kia, peu importe le modèle, c'est que les écrans sont peut-être très beaux, il y a des boutons qui sont bien disposés sur le tableau de bord, mais c'est trop loin. J'ai pas le choix de me pencher à toutes les fois que je veux atteindre une touche dans l'écran ou sur le tableau de bord. Ça, je pense que c'est pas très avantageux, surtout quand on compare avec la Toyota Corolla, qui a le tout beaucoup plus proche du conducteur. Vous voyez ici les commandes de climatisation, très simples, peut-être un peu trop simples, elles sont toutes pareilles, ce qui fait que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et on a quand même peu d'amplitude de réglage pour ce qui est de la température. On a beaucoup plus de choix du côté de la Toyota Corolla. Donc ça, c'est peut-être un aspect qui m'a déçu. Mais je regarde toutefois l'écran qu'on a ici, 12,3 pouces, à peu près le même écran qu'on retrouve dans tous les véhicules Kia, même les véhicules qui sont plus haut de gamme. Un écran qui est bien présenté, bonne qualité graphique, Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Regardez-moi la taille de cet écran-là. C'est vraiment le fun. C'est pas parce qu'on paye pas cher pour un véhicule
qu'on a une concession à faire de ce côté-là. Et même pour l'instrumentation, il y a une certaine recherche qui est faite aussi. C'est pas un écran à pleine largeur, pleine grandeur, c'est vrai. On a un petit écran de 4,2 pouces au centre, mais regardez le régime moteur et la vitesse. C'est quand même plus recherché dans la présentation. Et on peut aussi faire varier la couleur de ces cadrans-là directement dans l'écran central. Donc, une petite touche qui est appréciable pour un véhicule, même s'il est à l'entrée de la gamme. Chose qui m'a déçu avec la Toyota Corolla, c'est l'espace de rangement qu'on a à bord. On n'a pas beaucoup d'espace dans les portières. Même chose en avant aussi dans la console centrale. C'est très limité. Les porte-gobelets sont au bon endroit, mais vraiment, il n'y a rien d'impressionnant ici. Chose toutefois qui m'a surpris un petit peu, c'est la qualité de finition à bord. C'est noir sur noir, vous me direz, mais quand même, on a mis une petite touche ici de gris satiné. On a du noir lustré également à bord. Et pour un constructeur comme Toyota qui n'impressionne pas généralement en termes de qualité de finition et d'assemblage total, je trouve que la Corolla s'en tire plutôt bien. Ce qui m'a surpris quand je suis monté à bord de la Kia K4, c'est à quel point on a beaucoup de dégagement. Regardez la console centrale, ça prend pas d'espace dans l'espace de vie du conducteur. On a un espace de rangement devant le levier de vitesse. Bon, ici, pour les porte-gobelets, c'est un espace qui est convertible en fonction de ce qu'on veut faire avec. On a de l'espace sous la coudoir centrale. Il y a quand même un sentiment de dégagement qui est beaucoup plus grand qu'à bord de la Toyota Corolla. Et même quand je regarde la qualité de finition, les matériaux, Samuel soulignait que dans la Corolla, il y a quand même un effort qui a été fait en matière de choix de matériaux, mais j'ai envie de dire que Kia a poussé le bouchon encore un peu plus loin. Regardez le design, comment c'est fait. Il y a plusieurs textures qui sont présentes sur le tableau de bord. Choix de couleur aussi. Vous allez me dire, c'est assez foncé. On a du noir, on a du gris. Mais regardez, par exemple, dans la portière du conducteur, il y a une portion supérieure qui est noire. Côté passager, c'est gris foncé. Il y a une distinction de ce côté-là parce qu'il y a un jeu de couleurs sur le tableau de bord directement. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ça parce que ça prouve quand même que les constructeurs sud-coréens mettent l'accent un peu plus là-dessus que les constructeurs japonais et ça paraît même à l'entrée de la gamme. Pointage. C'est pour cette raison, entre autres, que la Kia K4 obtient 8 sur 10. Pour son habitacle avant en retrait, la Toyota Corolla obtient 6 sur 10. C'est l'arrêt au puits. Oui. On va tester les capacités de chargement et l'accès à bord de nos deux véhicules à l'arrière. Oui, absolument. Puis quand je regarde la taille des deux véhicules, je n'ai pas le choix de constater que la Kia K4 est quand même un peu plus volumineuse. Oui. Et ça paraît dans l'accès à l'arrière du véhicule. La porte est plus grande, plus facile de prendre place à bord à l'arrière. Très grande, cette porte-là. Hein? Oui, c'est quasiment surprenant alors que je regarde la Corolla. C'est vraiment très, très court comme porte. Oui, vraiment, il faut se plier en quatre pour rentrer à l'arrière de ce véhicule-là. Ouais. Surtout si vous avez 6 pieds comme moi. C'est vraiment pas facile de rentrer à l'intérieur. Et en termes de commodité, on n'est pas très bien garni d'un côté comme de l'autre. Oui, mais c'est encore pire chez Toyota avec la Corolla parce qu'il y a littéralement aucune commodité à l'arrière. On n'a pas de prise USB, on n'a pas de commande de climatisation, il n'y a pas de bouche de ventilation non plus. Ben non. Donc, vraiment très de base à l'arrière. Prise USB du côté de la Kia, appui-tête, réglable, en hauteur. Quand même! Quand même! C'est un beau luxe que j'ai pas. Oui, absolument. Pas d'accoudoir d'un côté comme de l'autre. Accès au coffre maintenant, bon, évidemment, pas d'accès main libre, etc. Mais on a quand même du côté de la Kia K4 un bouton bien localisé, facile à repérer pour ouvrir le coffre. Oui, et je suis jaloux parce que moi, j'en ai pas sur la Toyota Corolla. On a un bouton sur la télécommande ou un levier à l'intérieur du véhicule. C'est simple comme technique d'ouverture. Ça doit coûter cher. Rajoutez ça sur un coffre. Hein? J'imagine que ça coûte trop cher pour Toyota. Ouais. Au niveau de l'espace de rangement qu'on a à l'arrière, on a 371 litres de disponible. Ouais, 413 du côté de la Kia K4, c'est quand même un peu plus généreux. Puis même l'ouverture du coffre est quand même assez grande. Oui, vraiment. La Corolla, c'est correct aussi. On a quand même une bonne ouverture ici. On peut rabattre évidemment le dossier de manière 60-40 du côté de la K4, quand même intéressant. Là. Oui, même chose aussi pour la Toyota Corolla. Allons-y. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué. On n'est pas dans un VUS. Ça demande un peu plus de travail. Là, il faut faire attention parce qu'on a les branches qui soutiennent le couvercle du coffre et il faut garder un espace pour permettre au coffre de fermer. Bon, ça, c'est... J'en ai rentré 10. J'en ai rentré 8. C'est clairement moins d'espace. Puis en plus, je me suis battu. Là, j'ai eu de la misère avec le coffre. Ça n'a pas bien été. Non, plus facile dans le K4, donc. Pointage.
La Kia s'en tire mieux ici et obtient 8 sur 10. Tandis que la Toyota accumule 6 sur 10. Sur la route maintenant avec la Toyota Corolla, on a un moteur 4 cylindres de 2 litres à l'avant et on a 169 chevaux quand même de disponibles, ce qui est plutôt beaucoup pour un véhicule de base. Lorsqu'on accélère, bien, on la sent, cette puissance-là, parce que justement, on est dans une voiture. Et ça, je pense que c'est l'avantage de la Corolla, c'est de ne pas être un VUS. Elle n'a pas besoin de traîner une quincaillerie supplémentaire ou un poids supplémentaire pour nous offrir des prestations qui sont tout à fait convenables pour une conduite quotidienne. On a une transmission aussi un peu étrange à mon humble avis, qui est munie d'un seul rapport. L'idée, c'est de proposer une accélération lorsqu'on est à l'arrêt et qu'on veut réaccélérer ensuite un petit peu plus vive ici. Et lorsque le rapport est passé, on tombe en transmission CVT. Honnêtement, je trouve ça un peu étrange. Je pense qu'on aurait pu se contenter d'avoir uniquement une CVT parce que, après tout, on n'achète pas une Corolla pour faire de la course non plus. Là, c'est une voiture vraiment de déplacement quotidien. Et je pense que la CVT aurait pu être tout à fait convenable sans nécessairement avoir le rapport supplémentaire. S'il y a un endroit où la Kia K4 n'est pas avantagée par rapport à la Toyota Corolla, c'est en matière de puissance sous le capot. 4 cylindres, 2 litres, un peu comme la Corolla, mais seulement 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple. Donc, deux données qui sont inférieures à ce qu'on obtient du côté de la Corolla. Et, soyons francs, ça paraît en conduite. On sent que la voiture est moins puissante, moins réactive que la Toyota. Boîte automatique ici à variation continue qu'on appelle IVT. Quand même, ça fonctionne bien. On a une réaction assez franche. Quand on demande la puissance, elle va permettre les montées en régime de façon assez directe. Ça, j'apprécie cet aspect-là, bien calibré. C'est aussi moins contraignant que la boîte automatique qu'on a du côté de la Toyota Corolla avec son premier rapport fixe. Ici, on sent que la livraison de la puissance est plus linéaire, plus fluide, même si elle est moins élevée. Comportement routier maintenant avec la Toyota Corolla. Je ne cacherai pas que c'est un véhicule qui est très, très mou, tant pour la direction que pour la calibration de la suspension. C'est flou dans le volant. La suspension également est très, très molle. Je pense que c'est pas très dynamique derrière le volant, mais ça amène un avantage, c'est qu'on a l'impression que la Corolla peut affronter tous les types de chaussées. Et pour le Québec, avec nos nombreux trous, je pense que ça, c'est un avantage malgré tout. Au niveau du freinage maintenant, je trouve ça étrange. On a une drôle de sensation avec la pédale de frein. C'est spongieux. Le véhicule reste bien campé quand même, mais c'est vraiment la calibration de la pédale là, qui me déçoit un petit peu ici. Et c'est la même chose pour l'insonorisation. On entend beaucoup les bruits de la mécanique, les bruits de roulement, les bruits de vent aussi à l'extérieur. C'est vraiment pas un véhicule qu'on achète pour avoir un confort très relevé à bord. Quoique les sièges font un travail convenable, on sent que la Corolla demeure quand même un véhicule d'entrée de gamme. Comportement routier maintenant de la Kia K4. Je suis agréablement surpris de la solidité de cette voiture sur la route. Suspension indépendante à l'avant, poutre de torsion à l'arrière, bons éléments suspenseurs aussi. On ne sent pas qu'elle est trop ferme ni trop molle, comme ce qu'on retrouve du côté de la Toyota Corolla. Vraiment, on sent que la voiture est très stable. Bonne direction aussi, direction qui est précise. On se sent vraiment en contrôle de cette voiture-là. Je trouve que c'est un élément qui est sécurisant. Et il y a même possibilité d'avoir quand même un certain plaisir à conduire la voiture. Ce qui va nous donner du plaisir, ce ne sont certainement pas les pneus Kumho, qui sont d'entrée de gamme quand même. On sent rapidement la limite de l'adhérence de ces pneus-là. Donc, s'il y a peut-être un conseil qu'on peut vous donner, si vous voulez profiter de la qualité du comportement routier, ça serait de changer les pneus pour avoir des pneus qui seraient peut-être plus adhérents sur la chaussée. Puissance de freinage maintenant, bien, quand on appuie sur la pédale, bon, ça freine assez bien, mais c'est tellement mou, la pédale de frein. On a l'impression vraiment d'avoir le pied sur une éponge. Ça mériterait d'être corrigé pour donner une sensation peut-être un peu plus solide, un peu plus rassurante quand on freine. Et parlons d'insonorisation maintenant, quand même plus convaincant du côté de la Kia K4, même quand on accélère. Bon, le moteur est présent, mais c'est quand même pas mal moins intrusif que ce qu'on a du côté de la Toyota Corolla. Pointage. En matière de comportement routier, la K4 obtient 8 sur 10. La Toyota Corolla obtient 6 sur 10.
À ce stade-ci, bonne avance pour la Kia K4, dont les points totalisent 35 sur 100 contre la Corolla qui est à 28 sur 100. On peut affirmer, Samuel, que pour 2 véhicules d'entrée de gamme, nos véhicules sont déjà pas mal plus équipés que ce que c'était auparavant. Absolument. On a, par exemple, la possibilité de contrôler les 2 véhicules avec l'application mobile. Quand même. Donc, démarrage à distance, verrouillé, déverrouillé, etc., localisateur du véhicule. Intéressant parce que c'est inclus pendant 3 ans avec les 2 modèles. Oui, et même que chez Toyota, on peut déverrouiller le véhicule avec notre montre intelligente. C'est le fun. On parle d'un Corolla L ici. Oui. Franchement, intéressant. Oui, ça, c'est très bien. Du côté de chez Kia, on a même le démarreur à distance intégré sur la clé du véhicule. Donc, pas nécessaire de le rajouter par après ou encore de payer pour l'application mobile si jamais ça ne vous tente pas après les 3 ans qui sont inclus. Ça, j'aime ça, surtout avec les hivers qu'on a au Québec. Je trouve ça pratique au Québec. Oui. Il y a beaucoup de consommateurs qui sont attachés à ce genre d'astuce-là. Chez Kia, on le fournit d'emblée avec le véhicule. Parlons aussi des systèmes d'assistance à la conduite, bien garnis, encore une fois, des 2 côtés. Oui, on a le Toyota Safety Sense 3.0 à bord de la Corolla L, un système de régulateur de vitesse adaptatif. On peut aussi choisir un régulateur de vitesse régulier. Oui, il y a des gens qui aiment ça. Oui, on peut naviguer entre les 2. On a également le maintien de voie, caméra d'arrêt d'urgence à l'avant aussi. Ouais, donc, radar aussi à l'avant. Radar, quand même, surprenant, encore une fois, pour un véhicule de série. Ouais. Même chose du côté de la Kia K4. On a un système, par exemple, de freinage automatique d'urgence aux intersections. Donc, si vous tentez de tourner vers la gauche et qu'il y a un véhicule qui s'en vient en sens inverse que vous n'avez pas vu, bien, la Kia va arrêter pour permettre à l'autre véhicule de continuer. Quand même intéressant. Puis on se rend compte que non seulement les véhicules sont équipés de ces systèmes, mais quand même des systèmes qui sont relativement évolués aussi. Quand on combine ça avec les résultats au test d'impact des différents organismes américains, du côté de la Kia K4, Top Safety Pick Plus de l'IHS, donc les plus hauts honneurs en termes de sécurité pour cette petite berline-là. Quand même très intéressant. 8 coussins gonflables inclus. 10 coussins gonflables du côté de la Corolla, mais pas des résultats aussi encourageants au test d'impact. Non, Top Safety Pick en 2024, mais on ne l'est plus en 2025. Donc, on n'a pas réussi à avoir les plus hauts honneurs comme la Kia K4. Oui, les tests ont évolué quand même. C'est ce qui désavantage peut-être la Corolla de ce côté-là. Et c'est aussi que c'est un modèle qui date de 2018. Donc, clairement, on accuse un petit retard ici en termes de sécurité. Pointage. Du côté technologique, la Kia K4 obtient 8 sur 10. La Toyota fait moins bien et obtient 7 sur 10. Parlons maintenant des coûts de possession de la Kia K4 2025. Le constructeur demande de faire un entretien à tous les 13 000 km, quand même assez inusité comme intervalle d'entretien. On commence évidemment avec une vidange d'huile et le concessionnaire va aussi ajouter un additif dans l'essence qui va aider le système d'injection. 26 000 km, on va remplacer le filtre à air de cabine. À 39 000 km, on va remplacer le filtre à air du moteur. Et à 78 000 km, on va vidanger le liquide de frein. Tout ça nous donne un coût d'entretien de 1 500 $. Vous le voyez, c'est quand même très abordable. Pour les pneus maintenant, des Kumho Solus TA31, des pneus d'entrée de gamme réellement, et ça se reflète dans le prix, 500 $ pour un ensemble de 4 pneus. Et pour ce qui est des freins, pièces et main-d'œuvre aux 4 roues, 1 750 $. On additionne le tout, ce qui nous donne un coût de possession 5 ans, 100 000 km de 3 750 $. Vraiment très abordable. Pointage. En raison de cette abordabilité, la Kia K4 obtient 13 sur 15. Coup de possession maintenant de la Toyota Corolla et je commence avec l'entretien. On fait des inspections visuelles à tous les 8000 km, assez simple comme inspection ici. À 16 000 km, on fait le changement d'huile moteur ainsi que du filtre et à 48 000 km, on remplace le liquide de frein. C'est tout, c'est très simple et ça coûte 1 685 $. Pour les pneus maintenant, on a des Firestone FT 140, des pneus de moyenne gamme qui coûtent 700 $ l'ensemble. Et pour les freins, incluant les pièces et la main-d'œuvre, on est à 1 360 $. Ça nous amène donc à un coût de possession total sur 5 ans, 100 000 km à 3 750 $, ce qui n'est pas élevé, mais qui est surtout exactement la même chose que le Kia K4. Pointage. Pour ces coûts de possession presque identiques à la Kia K4, la Corolla obtient 13 sur 15. On est de retour à RPM, et quand je regarde le pointage, bien, pas le choix de constater que la Kia K4 est en avance. Oui, on a 56 points pour la K4 et 48 points pour la Corolla. Oui. Quand même une pente à remonter ici pour la Toyota. Là. Mais on s'en va dans une catégorie qui, généralement, avantage les produits Toyota. Ouais. Donc, on va voir quel point on va attribuer aux aspects de garantie, fiabilité, valeur de revente. Commençons par la garantie. La garantie chez Toyota est un petit peu moins intéressante que ce que propose Kia quand même. On a 3 ans, 60 000
000 km pour la garantie générale, ce qui est vraiment le strict minimum. Oui. Pour le motopropulseur, on est à 5 ans, 100 000 km, ce qui est pareil comme ce que propose Kia, mais Kia propose la même chose pour la garantie générale. Oui, c'est ça l'avantage. Puis l'assistance routière aussi, qui est plus généreuse du côté de chez Kia par rapport à Toyota. C'est ce qui fait que pour la K4, on lui décerne 8 points sur 10 pour la garantie. Et on donne 6 points pour la Toyota. Bon, fiabilité maintenant, bien là, qui dit Toyota Corolla dit automatiquement fiabilité. Et on voit vraiment le côté rationnel de cette voiture-là. Oui. Tu sais, quand on parlait de valeur, justement, tantôt, ajoutée sur ces produits-là, bien, la Corolla, c'est probablement un des produits les plus exemplaires en termes de fiabilité actuellement. C'est d'une simplicité déconcertante comme mécanique. Et puis on l'a vu, là, même l'instrumentation, cadran analogique, petit écran au centre, c'est payant en termes de fiabilité. On a 4 petits rappels sur le véhicule depuis le lancement en 2018 de la génération. Et c'était vraiment début de génération. Donc, vraiment, c'est un véhicule qui est très, très fiable. Et c'est pour ça qu'on lui donne la note de 9 sur 10. Du côté de la Kia K4, bien ça, c'est intéressant parce que quand on regarde le passé, la Forte a eu beaucoup de problèmes, entre autres de moteur. 4 cylindres 2 litres, même. Bien, 4 cylindres 2 litres, là, si on recule un peu plus dans le temps, il y a même des consommateurs qui ont dû se battre contre Kia pour faire honorer la garantie, faire remplacer leur moteur qui était très problématique très tôt dans la vie du véhicule. Ça a laissé quand même des traces, ça laisse des taches aussi au dossier de fiabilité, même de la Kia K4 aujourd'hui. C'est pas inintéressant, c'est pas entièrement non fiable comme véhicule, mais disons que quand on veut s'attaquer à une Toyota Corolla, il faut se lever de bonne heure. Et c'est pour ça qu'on donne à la K4 la note de 6 sur 10 en termes de fiabilité. La valeur de revente, maintenant, quand on achète un Toyota Corolla, il n'y a pas un conseiller financier qui va être d'accord avec moi, mais c'est presque un placement. C'est une voiture qui conserve très, très bien sa valeur de revente. Oui. Encore une fois, c'est vraiment dans le sommet de ce qu'on peut atteindre en termes de valeur de revente. C'est pour ça qu'on lui donne la note de 9 sur 10. Alors que du côté de la Kia K4, qui a moins de renommée, une moins bonne réputation, bien, on lui donne la note de 5 sur 10. Donc, ça fait quand même pas mal plus mal que la Corolla, qui est très avantageuse. Absolument. Oui. Allons-y avec les points positifs et négatifs de chaque modèle. Oui, et je vais commencer avec la Toyota Corolla et ses points positifs. On a bien sûr la fiabilité qui est rassurante, la valeur de revente aussi qui est pertinente, et on a également une efficacité énergétique qui est encore une fois assez élevée. Au niveau des points négatifs maintenant, on n'a pas de siège chauffant dans la version L, ce qui est très décevant. On a un système d'infodivertissement qui est détestable à utiliser et on a un comportement routier qui est en général en retrait. Autour de la Kia K4 maintenant et ses points positifs, un très bon rapport équipement-prix, des systèmes de sécurité qui sont évolués pour un véhicule de ce prix et aussi une garantie qui est vraiment très rassurante. Point négatif maintenant, une faible puissance de la motorisation, une valeur de revente qui est en retrait et une ergonomie aussi qui est à revoir, surtout pour accéder aux écrans à l'avant du véhicule. Recommandation maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire, eh bien, ce sont 2 véhicules que nous recommandons à RPM. Oui, et c'est le temps de parler du pointage final. Oui. On a sorti notre calculatrice, on a tout additionné ça. Et qu'est-ce qu'on obtient comme note? On a 75 points pour la Kia K4. Et 72 pour la Toyota Corolla. C'est donc la Kia K4 qui remporte ce match comparatif. Vous l'avez vu, la Toyota Corolla est à peu près imbattable en termes rationnels. Donc, consommation de carburant, fiabilité, valeur de revente. C'est vraiment des qualificatifs qui collent très bien à cette voiture-là. Mais tu vas être d'accord avec moi, il n'y a pas juste ça qui compte dans la vie. Ben non, puis on l'a vu au retour de la pause, il y avait presque 10 points de différence entre nos 2 véhicules. Lorsqu'on était plus dans le volet comportement routier, espace à l'intérieur, technologie, ces choses-là, clairement, la K4, elle a une avance ici. Elle s'est fait rattraper rapidement dans tout ce qui est rationnel. Et on voit que la Corolla demeure quand même un produit stable et fiable. Quand on regarde les 2 voitures dans leur globalité, avec la grille d'évaluation qu'on s'est donnée cette année, bien évidemment, pas le choix de concéder la victoire à la Kia K4.